Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Les législatives du 20 décembre 2018, encore un rendez-vous manqué pour le Togo. En tout cas, le pays sort affaibli de processus controversés et contestés. Et pourtant, pour une transparence électorale, la solidarité synchronique des leaders religieux avec les exigences de la société civile et de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition avait alerté l'opinion nationale et internationale, mais l'obstination des uns et l'hypocrisie des autres étaient puissamment en connivence. La requête d'un report de ces législatives n'a pas été entendue. La CENI a donné les résultats provisoires du scrutin. L'UNIR, le parti au pouvoir, se maintient identique. Il gagne la majorité des sièges au Parlement. Une nouvelle configuration de l'Assemblée nationale est tracée sans la C14 qui a boycotté le processus. Quel est désormais l'avenir politique du Togo? Une nouvelle configuration. Quel est désormais l'avenir politique du Togo? Quelle lecture peut-on faire de l'attitude de la CEDEAO dans cette crise? Après 20 décembre, 2020 est à l'horizon. Quel est l'enjeu? Pour en débattre, bienvenue à ce numéro de l'autre journal, une émission du journal Alternative coproduite par Aldus Productions. Sur ce plateau, je reçois pour vous Ferdinand Ité, il est le directeur de publication du journal Alternative. Isidore Kouamou est rédacteur en chef. Avec eux, nous évoquerons bien évidemment les sujets qui font et continuent de faire la une de l'actualité. Décryptage, commentaires, analyse, c'est ici l'autre journal. Bienvenue à tous. Chers invités, bonjour. 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 L'Alternative a décidé de se rapprocher autrement de ses lecteurs. Un site pour servir en continu des informations, une chaîne YouTube avec l'émission L'autre journal pour débattre de l'actualité. Un nouveau défi, mais qui a un coût. Ferdinand, parlez-nous un peu de cette initiative de l'Alternative. Merci Claver, merci à tous nos amis, les lecteurs et puis ceux qui vont suivre cette émission. Ce serait désormais un rendez-vous. C'est vrai, nous avons beaucoup réfléchi. On a essayé de voir comment est-ce qu'on peut désormais rapprocher le journal de nos amis lecteurs, surtout que nous sommes aujourd'hui dans le monde du numérique. Et donc, la rédaction a réfléchi et a trouvé une solution. C'est cette émission que nous allons animer régulièrement sur les sujets d'actualité. Et donc, c'était un effort de toute la rédaction. Et c'est le premier bébé que nous présentons aujourd'hui à tous nos amis lecteurs, tous ceux qui soutiennent l'alternative, afin que l'information soit encore plus proche d'eux. Et voilà les raisons pour lesquelles cette initiative a été prise. Et je remercie tous ceux qui se sont mis vraiment dans ce projet, le DG de Aldus, Joël, tous les techniciens qui sont ici, nous-mêmes à la rédaction de l'alternative. Et voilà, nous sommes au premier numéro, nous rencontrons la société. Merci Ferdinand. Isidore, vous êtes le rédacteur en chef de l'alternative. Quelles sont les attentes de cette initiative? Oui, les attentes de cette initiative, Ferdinand l'a dit tout à l'heure, c'est de rapprocher le journal de ses lecteurs et comme il a dit, nous sommes aujourd'hui dans un monde très numérisé et nous voulons permettre aux lecteurs, aux internautes d'avoir les informations à chaque instant, à tout moment et surtout connaître davantage comment est-ce que nous appréhendons l'information, l'actualité au Togo aujourd'hui sur le plan politique, le social et autres. Les attentes, c'est pour que les lecteurs, les internautes puissent avoir l'information en temps réel. Voilà ce que nous voulons à travers cette initiative. Le papier, ça existe toujours? Alors bien sûr, le journal papier, ça existe toujours. Ça sort comme un bien demandé les vendredis et les mardis dans les kiosques. Merci Isidore. Le processus électoral, parlons-en. Ferdinand, vous avez suivi de bout en bout ce processus électoral, un processus que l'opposition n'a pas participé, c'est-à-dire quand je parle de l'opposition, je parle de la C14, les partis politiques de la C14 qui n'ont pas participé à ce processus. Quel constat faites-vous de ce processus dans son ensemble? Non, je pense que le processus s'est déroulé comme nous tous on l'a suivi
il n'y a véritablement pas eu d'élection. Les gens ont boudé les urnes de manière massive. Mais bon, le régime est dans sa logique. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Ils ont organisé les élections avec leurs sous-traitants. Les sous-traitants de l'UNIS. C'est-à-dire, il y a d'autres partis politiques de l'opposition. Des partis politiques, ils ont créé des indépendants pour agrémenter la scène politique. Alors, ils ont proclamé des résultats. Tout le monde sait que les élections ont été suffisamment. Le scrutin a été dévoyé puisque c'est un match entre unir contre unir et finalement après ce match-là ils ont dispatché les sièges à leurs sous-traitants et tout le monde a vu les résultats qui ont été proclamés la dernière fois. Et donc de manière générale, rien n'a changé sous le soleil. Le parti uni est resté cohérent avec lui-même, c'est-à-dire aller au bout du processus sans les autres et avoir une majorité pour pouvoir faire les réformes seuls et faire passer leur volonté. Voilà. Mais dire que c'est un match uni contre uni, est-ce que ce n'est pas trop dit parce qu'il y a d'autres partis de l'opposition qui ont participé bien à ces élections. Je cite l'Union des Forces de Changement, le NET. Non, tous ces gens sont avec le régime depuis la nuit des temps. Le NET avait participé au premier manifestation de l'opposition. Oui, mais après, les positions de son parti sont beaucoup plus du côté du régime. Donc, c'est des gens qui vous diront qu'ils sont centristes, mais en réalité, ils sont avec le pouvoir et c'est ensemble qu'ils ont accompagné ce processus-là envers et contre tous, parce que de manière raisonnable, ce processus n'était pas normal, était dévoyé, était en violation d'un certain nombre de dispositions, mais ils sont allés et puis bon voilà, on a donné les résultats, ils sont très contents. Voilà, on a une assemblée qui n'existe que de nom. Et puis quand vous voyez bien la configuration de cette assemblée-là, ça fait quand même mal parce que le Togo est en train d'aller au fond du trou, parce que vous voyez le profil de certains qui sont aujourd'hui députés. On a reculé, on a énormément reculé. Même au temps de Gnassingbé Yadema, dont on dit qu'il n'a pas été à l'école, on n'avait pas des députés de ce profil-là. Et donc le système est en train de s'engouffrer. Et voilà le constat qu'on peut faire aujourd'hui après ces législatives controversées, contestées et puis tout ce que vous savez. Isidore, quel constat faites-vous vous est-ce que si un parti politique de l'opposition décide d'aller à ce scrutin, est-ce que c'est un péché? Est-ce que ça ne fait pas partie de la stratégie d'un parti politique d'aller à cette élection? Est-ce qu'il fallait boycotter nécessairement? Dans ce contexte qui est togolais, décider d'aller à ces élections, vraiment, moi, je ne vois pas. Écoute, c'est une question de choix. Question de choix. Bon, d'abord, moi, je ne parlerai même pas de processus. Bon, quand on parle de processus, ça dit on parle d'une compétition électorale. Aujourd'hui, il n'y a pas. La campagne électorale. Non, écoutez, il y a la campagne électorale. On a vu comment la campagne s'est déroulée. Quand de l'autre côté, certains veulent faire le compte campagne, on ne leur permet pas. Ça s'est soldé avec des morts et des blessés, aujourd'hui des déplacés. Ça, ce n'est pas une campagne électorale. Aujourd'hui, comme Ferdinand vient de le dire, le processus électoral au Togo, dans le cadre de ce scrutin législatif, a été dévoyé. Et le RPT uni l'a fait sciemment pour écarter certains partis de l'opposition, c'est-à-dire les plus représentatifs sur le plan politique, pour pouvoir s'emparer des sièges à l'Assemblée nationale. Et puis, vous voyez les partis dits de l'opposition qui ont accompagné UNI. En fait, c'est UNI contre UNI, comme l'a dit tout à l'heure Ferdinand. C'est UNI contre UNI à ces élections. Quand vous voyez même les indépendants, et qui les connaît, on sait que c'est UNI qui les a placés pour avoir ces sièges-là. Hein. Aujourd'hui, bon, en tout cas, la configuration que nous avons aujourd'hui, cette Assemblée nationale, c'est l'avenir qui nous dira les débats qui se feront, comment les débats seront menés à l'Assemblée nationale. On verra bien. Mais on se demande, est-ce que c'est une erreur pour l'opposition, la C14, d'avoir boycotté ces élections? Est-ce qu'il ne fallait pas aller à ces élections pour avoir des sièges au niveau du Parlement et bloquer des choses ou bien enclencher le processus des réformes politiques qu'on réclamait depuis belle lurette?
Non, je ne pense pas que c'est une erreur par rapport à la manière dont le processus a été conduit. Si le processus avait été transparent, net, et si les gens avaient respecté les engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis de la CEDEAO, même si elle-même, la CEDEAO, s'est dévoyée après, et vis-à-vis des partenaires de l'opposition, mais les adversaires, je contre, parce qu'il fallait aller aux élections. Non, je crois qu'il faut laisser le facteur temps. Je crois savoir qu'il y a un président ou un facilitateur qui a dit qu'il ne fallait pas faire de fétichisme sur les dates. Et donc, de mon point de vue, la manière dont le processus était conduit, l'opposition ne pouvait pas aller à cette élection, elle va se faire harakiri. Maintenant, c'est tout le processus même qu'il faut diagnostiquer, qu'il faut analyser depuis la crise du 19 août, la facilitation, le jeu trouble de la CEDEAO, et les facilitateurs qui ont roulé la C14 dans la farine, mais évidemment aussi, il y a certainement des erreurs ou des faux pas de la C14. C'est tout ça qu'il faut diagnostiquer aujourd'hui pour savoir où est-ce que ça n'a pas fonctionné. De toutes les façons, on est revenu à la case de départ, c'est-à-dire que le problème n'est pas réglé. Avec ce Parlement que moi je peux appeler unicolore, le problème n'est pas réglé. Ils vont essayer de faire les réformes à leur manière. Et je vous cite les propos de Bawara. Lorsque vous dites que le problème n'est pas réglé, pour le pouvoir, le problème est réglé. Par exemple, Bawara qui disait place maintenant aux véritables préoccupations et aspirations des Togolais pour de meilleures conditions de vie. La crise que nous avons traversée a révélé un certain nombre de difficultés, d'attentes et des exigences. Oui, je pense que ces gens sont au pouvoir, ça fait presque 15 ans, et c'est depuis 15 ans qu'ils disent qu'ils font face aux difficultés des Togolais, mais la question des réformes, de la crise politique les rattrape toujours. Et figurez-vous, depuis 2006, on a dit oui, après les législatives de 2006, de 2007 plutôt, la page de la crise politique est tournée. Après, on est parti CPTC, Dialogue Togo Télécom. Et donc, je pense que ce monsieur sait très bien ce qu'il est en train de dire. Il est en train de raconter sa vie. La crise est là, le problème est là. Vous voyez tous ces Togolais qui étaient dans les rues, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, qui ont été bastonnés, qui ont été tués, qui ont connu l'exil, et qui réclament des libertés et qui n'en ont pas eu fondamentalement, qui n'ont pas eu, je ne sais pas, qui n'ont rien gagné, vont se taire en disant bon, la crise est finie. Mais une fois que le peuple est toujours mobilisé, le peuple veut avoir cette liberté-là, et tant que cette liberté ne sera pas arrachée par le peuple, la crise n'est pas finie. Au contraire, c'est maintenant même qu'elle commence, c'est une nouvelle phase qui commence. Et vous verrez bientôt que cette assemblée va se retrouver dans des situations un peu difficiles, parce qu'on a pris des gens pour emmener à l'assemblée. Peut-être certains ne savent même pas ce que c'est qu'un député. Ils vont là-bas aujourd'hui. Non, ce n'est pas une question d'exagération, c'est des gens qu'on connaît. Et quand vous voyez le profil de ceux qui ont été choisis même par le UNIR pour être nommés après député, parce que ce n'est pas une élection, les gens ont été nommés, on a fini de faire les élections, on a pris le gâteau, on a dit bon, il faut arracher un ici, il faut donner à celui-ci, il ne faut pas que celui-ci vienne pleurer, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et même à l'intérieur même du système aujourd'hui, les gens contestent les résultats, parce que les résultats affichés par les CELI dans les préfectures sont différents des résultats que la CENI a donnés. Parfois, des différences de 5 000 voix, de 4 000 voix, de 5 000 voix qu'on a retranchées pour donner à d'autres personnes pour pouvoir les calmer. Et donc, ces situations provoquent des tensions aujourd'hui dans certaines préfectures, comme le Yotor, comme Bassar et tout ça. On sait comment ça s'est passé. Et donc, c'est toujours une élection, c'est une mascarade. Et c'est une nomination des gens pour aller faire la volonté d'un système et prolonger un régime. Et tant que ça sera comme ça, les Togolais ne vont pas se taire. C'est pour ça que la crise est devant nous, elle n'est pas derrière nous, elle n'est pas finie. Et donc, moi j'attends de voir dans quelques jours ce que Bawara va dire quand le pays va encore chauffer, parce que c'est toujours lui qui a dit ici, on n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça, mais les choses ont fini par le rattraper. Et donc moi, pour moi, fondamentalement, la crise est devant nous, parce que les Togolais qui sont dans les rues, ils veulent la fin d'un système. Tant qu'ils n'auront pas la fin de ce système-là, ils seront toujours dans la rue. Vous avez vu le niveau du boycott. Jamais vu au Togo, les gens sont restés massivement à la maison. De toutes les façons, le vote a eu lieu le jeudi dernier. La CENI parle d'un taux de participation qu'elle estime à 59,97%. Isidore.
Est-ce que ça contraste avec la réalité du terrain? D'abord, je veux un peu revenir sur la déclaration de Baola. Je crois qu'à un moment donné, il faut être conséquent avec soi-même en politique. Vous voyez, ce monsieur, aujourd'hui, on va plus tenir compte de ces déclarations. Il avait dit dans ce pays que le peuple n'est plus derrière la C14, que la C14 n'est pas représentative. Ben, les deux dernières manifestations de la C14, on a vu comment cette coalition a drainé du monde dans les rues aujourd'hui. Donc, si ce monsieur a encore fait cette déclaration, bon, il ne faut même pas en tenir compte. Ouais. Donc, revenons sur ta question du taux de participation de... Oh non, mais Ferdinand l'a dit tout à l'heure, ça c'est un chiffre préfabriqué par le régime pour tourner en bourrique. Je ne sais pas si c'est la communauté internationale, la CEDEAO qui est sa complice ou quoi. Parce que les Togolais savent aujourd'hui que ce qui s'est déroulé aujourd'hui, le 20 décembre dernier, ce n'est pas une élection, c'est une farce aux yeux de tout le monde. Donc, parler aujourd'hui de 59,97%, mais je ne sais pas où ils ont trouvé ce chiffre-là. Aujourd'hui, les gens parlent même chez nos confrères de RFI, ils parlent d'abord, ils ont parlé de 5%. Aujourd'hui, je les ai suivis hier, c'est 12%, ils ont dit. Donc, les 59, avec tout ce que nous avons vu, nous sommes promenés à Lomé le 20 décembre dernier. Les bureaux de vote, que ce soit... à l'intérieur du pays. Non. Écoute. Représentée à l'intérieur du pays. Écoute, elle a fait la il y a nos confrères, notamment les confrères de RFI qui étaient à Sokodé, là où ils ont donné un chiffre, un taux de participation alarmiste. Je ne sais pas. Non. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est que ce régime a été vomi. Et la preuve, le 20 décembre dernier, le peuple a encore démontré qu'il n'a plus ce régime dans son cœur, le régime de Faure Gnassingbé. Ferdinand, faut-il crier à la victoire parce que la C14 qui semble verser dans le triomphalisme parce que son appel au boycott a été respecté. Est-ce qu'il faut parler de victoire ou de l'échec? Parce que l'opposition a dit qu'elle allait boycotter, empêcher ces élections. Les élections ont eu lieu. Faut-il parler de victoire ou bien de l'échec? D'abord, sur le taux de participation, c'est quand même surréaliste ce qu'ils ont donné. Ces gens, c'est qu'ils sont spécialistes dans le faux, mais là, ils sont allés encore beaucoup plus loin. J'ai vu quelqu'un sur Internet qui a dit le fameux président de la CENI a juste déplacé une virgule pour avoir son chiffre, c'est-à-dire que 5%, 5 quelque chose pour cent, et puis il a déplacé à 59%. Ça, c'est quand même, c'est-à-dire que c'est surréaliste parce que tout le monde a vu que les gens n'étaient pas sortis, personne n'est sorti, et puis en plus ils ont bourré les urnes. Face à certains indépendants qui géraient unir dans certaines circonscriptions, ils ont bourré des urnes, ça a créé des incidents et tout ça, tout le monde a vu ça. Maintenant, sur la stratégie de la C14, est-ce que c'est une victoire, est-ce que c'est un échec? Moi, je dis toujours que d'abord, c'est pas facile de travailler à 14. Et il faut d'abord féliciter cette coalition-là qui a tenu, malgré les manipulations, un certain nombre de choses, les tentatives de débauchage, elle a tenu jusqu'au bout. Mais il y a lieu quand même de se poser des questions sur un certain nombre de positions ou d'appréhension, je ne sais pas, de démarches qui ont été menées au sein de la C14 qui n'étaient pas, de mon point de vue, stratégiques parce que dès le départ, vous savez, dès le départ, lorsque ces discussions ont commencé, nous avons dit attention, vous êtes en train de... c'est un piège à con, la CEDEAO n'est pas crédible, on a vu ce que la CEDEAO fait ici en 2005, et dès les premières discussions, l'opposition a cédé son arme à l'adversaire en arrêtant les marches. Et nous avons dénoncé ça sur les médias, dans le journal, et on n'a pas eu les félicitations de la C14. Au contraire, les gens nous ont insultés sur les réseaux sociaux, les gens ont dit oui, vous les journalistes, vous voulez donner des leçons politiques. Et j'ai été surpris lorsqu'on était rentré dans l'engrenage qu'un leader même d'un de ces partis reconnaît publiquement que nous avons fait une erreur d'avoir suspendu les manifestations. Ça, c'est des gens qui sont en politique depuis 20 ans, 30 ans, ne peuvent pas agir comme des amateurs. Et puis ensuite,
sur l'ensemble du processus. Nous avons dit, attention, les facilitateurs, il y a des gens qui sont en train de vous mener en bateau. Et notamment, on a évoqué le cas de Condé, longuement, parce qu'on avait des informations que ce monsieur était en mission commandée. Les gens n'ont pas voulu nous comprendre. Un coup, on prend l'avion pour aller en Guinée-Conakry, on ne ramène rien. Un coup, on prend l'avion pour aller à Paris, on ne ramène rien. Et au bout du compte, même les facilitateurs ont contribué à rouler la C14 en faveur du régime. Et voilà, le pied s'est refermé à Abuja où la CEDEAO a salué les élections à sa manière en disant oui, maintenant la page de la facilitation est tournée et la C14 est aujourd'hui face à cette triste réalité. Je pense que là maintenant, il y a eu des erreurs et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il faut faire un état des lieux parce que ça fait des années qu'on fait des conneries. On ne s'arrête pas pour évaluer les conneries, nos faiblesses, nos forces et pour pouvoir avancer même. Je pense que là maintenant, on ne peut pas avoir tout ce peuple-là comme soutien à cette C14-là et qu'on se permette de faire ces conneries-là. Maintenant, il faut arrêter de faire des déclarations à l'emporte-pièce. Cette coalition-là, il faut la revoir du fond en comble. Nous avons suggéré des idées, nous avons dit il faut la structurer, il faut la doter d'un secrétariat permanent, de responsables de stratégie, de porte-parole, mais on a vu que ça a été n'importe quoi. Tout le monde parlait et parfois même les prises de position étaient différentes alors que vous êtes censé être dans une coalition. Et donc, le pouvoir est resté cohérent jusqu'au bout dans sa logique parce que ce pouvoir est adossé à la force brutale, à l'armée, mais en même temps, la coalition, il faut reconnaître qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des faux pas, il y a eu des stratégies qui n'étaient pas suffisamment bonnes. Les gens n'ont pas écouté les conseils et voilà là où on est arrivé. On ne peut pas parler forcément pour la coalition d'une victoire, c'est un échec. Le peuple, lui, il est mobilisé, mais les politiques n'ont pas bien suggéré cette mobilisation. Isidore, est-ce que vous avez vu Faure voter, Faure Gnassingbé, président du Togo, voter à Pia? Est-ce que vous avez vu cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas été témoin à Pia, mais j'ai vu les images circuler sur les réseaux sociaux. Faure qui a voté. J'en parlais d'une école primaire à Tom Dare ou quelque chose comme ça, oui. Je l'ai vu. Qu'est-ce que cette image peut vous dire après 50 ans de gouvernance? Faure Gnassingbé qui votait dans une classe où... Oui, c'est pas du tout attrayant. Oui, c'est déplorable. Quand on passe le temps à ne rien faire à la tête du pays, je dis à ne rien faire, c'est-à-dire s'attaquer aux vrais problèmes du pays, c'est ce que ça donne. Vous voyez l'image, c'est la honte. Un président de la République, un chef de l'État, qui va le jour du vote voter dans un bureau de vote avec, je ne sais pas, ce décor que nous avons vu la dernière fois, mais c'est déplorable. Mais je ne sais pas, cela n'interpelle pas ceux qui dirigent ce pays. Et c'est vraiment déplorable. Vous voyez, parce que on aurait pu on aurait pu penser à développer ces infrastructures, les écoles et autres à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de cette image-là que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. Hein, c'est un peu déplorable. Un mot sur ça? Non, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, des commentaires et tout sur les réseaux sociaux, même notre consoeur fait un truc avec beaucoup d'humour. Mais c'est la réalité du pays. Nos écoles sont des classes totalement sales, crasseuses, des salles crasseuses, et c'est pas ça, c'est l'ensemble du pays. Et lorsque ça vient du village même du président de celui qui préside le pays depuis 15 ans et qu'il risque de pouvoir faire 50 ans, ça pose un vrai problème. Et si on vous dit aujourd'hui que ces écoles-là sont aujourd'hui à Pia, ça pose un problème. Et donc, à partir de là, vous voyez comment est-ce que à quel niveau le pays est aujourd'hui. Vous avez toujours vu des images de ces écoles qui sont dans des clés, qui sont dans des trucs un peu partout, qui sont à la merci de la nature, les élèves ne sont pas protégés. Et voilà un exemple palpable. Et eux, en allant voter dans cette école, ils n'ont
ne sont pas rendus compte que les gens allaient analyser l'image et le décor. Ça a été toujours comme ça. Et c'est une école qui porte le nom Maman Dalida. Au fond, vous devez voir la photo qui est quelque part là. Je pense que c'est une catastrophe. Et c'est l'image même de la gouvernance. Merci Ferdinand. On marque une pause et on revient pour la dernière partie de cette émission. Restez à notre compagnie. À tout à l'heure. Retour sur ce plateau, toujours avec nos invités, Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative. Isidore Kouamou, il est le rédacteur en chef. La première partie a été consacrée au processus électoral dans son ensemble. Deuxième partie de cette édition, nous allons parler des perspectives après 20 décembre 2020, une année cruciale. Isidore, quelle est l'avenir pour la réponse? Oui, la lutte, elle est là, puisque la crise n'a pas été résolue. Je crois que vendredi dernier, lors de la conférence de presse de la mission d'observation électorale, on a posé cette question aux observateurs. La plupart qui sont encore dans le comité de suivi de la feuille de la CEDEAO, on leur posé la question, est-ce que ce scrutin va résoudre la crise est terminée? Et il n'était pas capable de nous donner une réponse précise. Et c'est ce qui a scandalisé les journalistes. Et notamment, comment il s'appelle, le général Bianzin, qui répondait, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais ces gens-là, ils sont censés résoudre la crise togolaise parce qu'ils sont dans le comité de suivi, qui disent qu'ils ne savent pas que la crise est finie, est résolue ou pas avec ce scrutin. Mais c'est un peu dommage. Aujourd'hui, la lutte, elle est là, elle est toujours là, elle est toujours intacte, parce qu'on n'a rien fait. Comme l'a dit tout à l'heure, Ferdinand, on est revenu à la case départ. Maintenant, il s'agit maintenant de peaufiner de bonnes stratégies, comme l'a dit un universitaire aujourd'hui dans cette analyse. Il faut peaufiner une bonne stratégie pour pouvoir capitaliser tout ce qu'on fait depuis le début du 19 août jusqu'à maintenant. La lutte, le peuple veut l'alternance. Le peuple est déterminé à continuer cette lutte pour obtenir ce qu'il veut. Faut-il toujours compter sur les manifestations de la lutte, en réclamant toujours les réformes? Oui, c'est ce que nous disons toujours, les manifestations, mais les capitaliser. Il ne faut pas marcher du matin jusqu'au soir et rentrer à la maison. Marcher du matin jusqu'au soir et rentrer à la maison comme un défilé qu'on fait. Ça n'apportera rien. Il faut une stratégie peaufinée, une bonne stratégie pour arriver à bout de ce Ferdinand, quelle stratégie pour la sortie du Togo de l'impasse? Quelle stratégie pour l'opposition? Est-ce que la C14 n'est pas en train de jouer sa survie par hasard? Non, il faut quand même avoir le courage de dire qu'il se pose un véritable problème de leadership et puis un problème de vision. Parce que vous savez, quand on veut tourner la page d'une dictature, une dictature de 50 ans, on ne se cantonne pas seulement à des incantations. C'est tout un projet, c'est une offre politique post-dictature qu'il faut élaborer. Cela suppose que des gens doivent travailler et produire des documents, essayer de rassurer, de dire comment est-ce qu'ils comptent gérer le pays. Vous voyez, quand on est dans une organisation comme la C14 et que vous faites des manifestations et vous demandez la démission de celui qui est là, la première question qu'on pose, c'est que quand il quitte le fauteuil, qui s'assoit, donc il se pose un problème d'organisation et de leadership. Et ça, c'est la faiblesse fondamentale de la C14. Nous avons attiré à maintes fois leur attention. Ils n'ont jamais voulu écouter parce qu'ils ne sont unis que pour organiser les conférences de presse et les marches. Après, quand on leur demande, mais qu'est-ce que vous voulez faire du pays, on ne voit rien. Je ne parle pas de projet de société. Chaque parti politique a forcément un projet de société demain. Mais lorsque vous voulez tourner la page d'une dictature, ça veut dire qu'on rentre après dans une transition. Et comment s'organise la transition? Les forces qui sont en présence, les défis à relever, comment est-ce que vous organisez tout ça? Aujourd'hui, tout le monde sait que le problème du Togo, c'est l'armée. Il ne faut pas se voiler la face. À chaque fois que les Togolais sont près du but, c'est l'armée ou ceux qui l'instrumentalisent qui sauvent le pouvoir. On vient de voir que c'est la même chose. Alors, comment on aborde ce problème-là? Comment on le contourne? Comment est-ce qu'on essaie de le résoudre? Mais visiblement, les gens pensent que
j'ai écouté des leaders qui disent il faut sortir, dès que vous êtes des milliers dans la rue, c'est fini. Et quand les gens sortent dans la rue, ce peuple a tout donné, ce peuple a tout donné, ce peuple a tout donné et a subi les pires exactions. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à faire? Ceux qui sont devant, qui n'arrivent pas, comme Isidore l'a dit, à capitaliser ça. Et ça pose un problème de l'ensemble même de la classe politique. Moi, j'ai dit, on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses depuis 90 et s'attendre à des résultats différents. Maintenant qu'on est en face de l'échec, il faut le dire, c'est un échec, et que le peuple est toujours mobilisé, il faut travailler à un nouveau leadership. Il faut travailler à des éléments de langage nouveaux. J'ai entendu quelqu'un qui dit oui, on va retourner au dialogue. Vous venez de sortir de 2 ans ou bien de presque 1 an de roublardise. C'est-à-dire qu'on vient de vous rouler dans la farine dans un dialogue. Le pouvoir est la CEDEAO. Et vous sortez à peine une semaine, vous dites oui, vous êtes toujours disponible pour le dialogue. Mais je pense que ces genres de choses, il faut arrêter de faire les déclarations à l'emporte-pièce. Maintenant, à la C14, plus les forces vives du pays, la diaspora, tout ça, les gens doivent prendre quelques temps pour faire l'état des lieux, pour voir où est-ce que ça n'a pas marché, quelles sont les erreurs que nous avons eu à commettre, notamment en stratégie sur le plan interne, aussi sur la diplomatie, parce que c'est un des points les plus, vraiment, c'est le talon d'Achille. Et comment est-ce que nous devons travailler pour résoudre tout ça là? Et autour de quel leadership et autour de quel projet? Parce que le peuple se mobilise, d'accord, mais le changement ou l'alternance, c'est à la fois des contingences internes et externes. Il ne faut pas qu'on se trompe. Quand les gens citent l'exemple du Burkina en disant oui, les Burkinabés ont fait ceci, ont fait ça, moi j'étais au Burkina, moi j'étais là quand ça s'est passé au Burkina. S'il n'y avait pas de fissure dans l'armée, Blaise ne tombait pas. Et les gens ont travaillé pour ça. Et les gens ont eu beaucoup de soutien de l'extérieur. Ça, on ne vous le dit pas, mais c'est ce qui s'est réellement passé. Mais au Togo, tant qu'on ne va pas travailler à ça, on ne va pas convaincre les gens que nous sommes porteurs de projets. On peut tenir un pays, on peut essayer de tenir la barque. Si vous nous faites confiance, alors là, on peut passer de ce régime à un nouveau régime. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail de fond, on peut sortir des milliers et des milliers de personnes dans la rue, tant que le bloc qui soutient le régime, qui est l'armée, qui est le pouvoir d'État, parce que tous ces gens aujourd'hui, ils ont emmagasiné de l'argent, et c'est avec cet argent qu'ils essaient de corrompre tous ceux qui viennent ici comme observateurs, comme CEDEAO, comme chef d'État et tout. Tant qu'on n'aura pas essayé de fragiliser ce bloc-là, on a beau travailler, mettre des milliers de personnes dans la rue, on aura toujours le même résultat. Et donc, moi je pense que c'est le moment pour la classe politique dans son ensemble de faire un état des lieux, une remise en cause. Et puis moi je suis pour le renouvellement de la classe politique. Les gens sont là-dedans depuis 90. Ils étaient à la conférence nationale. On les a tous entendus. Vous savez, dans les pays où on mène un combat, lorsque vous allez à un échec, à un deuxième échec, un troisième échec, vous-même, naturellement, vous tirez les leçons et puis vous vous éclipsez. Mais ici, les gens échouent chaque fois, mais ils tiennent toujours la barque. Ils disent que c'est toujours eux. Si ce n'est pas eux, c'est personne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres jeunes pour prendre le devant? C'est pas une question de jeunes. Il y a des Togolais, il y a des milliers de Togolais qui sont partout, qui sont à l'intérieur, qui sont à l'extérieur. Il faut travailler à l'émergence, je ne sais pas, d'un nouveau leadership, porteur d'un message, un message nouveau, mais un message qui a une orientation qui permet de comprendre que, d'abord, il faut être rassembleur, il faut appréhender les problèmes de manière tranquille, il ne faut pas aller dans des déclarations à l'emporte-pièce, et après, je pense que le reste va suivre. Donc, il y a du travail à faire. Tout ce que nous avons fait quand nous créons les organisations, parce que moi j'étais au CST, nous avons travaillé pour le CST, c'est les slogans. Derrière les slogans, il n'y a rien. Derrière les slogans, il n'y a rien. À partir de ce moment-là, je ne vois pas qui peut vous faire confiance pour vous appuyer. Donc, l'opposition a des faiblesses énormes, malgré l'avantage d'avoir tout le peuple derrière. Donc, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas tout le temps accuser le pouvoir, il faut aussi regarder du côté de l'opposition. Si ceux qui sont devant, les généraux qui sont de bons des généraux, parce qu'à chaque fois, on a des échecs. Si on a des échecs, c'est que, bon, ceux qui sont les généraux sont de mauvais tacticiens. Isidore, 2020, malgré tout, c'est demain.
Est-ce que la C14 ne se retrouve pas à la croisée des chemins? Peut-être que le gouvernement va décider d'envoyer son projet de réforme à l'Assemblée. Avec cette Assemblée, est-ce que ça ne va pas se jouer contre l'opposition? Est-ce que l'opposition doit préparer maintenant, au lieu d'organiser les manifestations, doit préparer sérieusement cette présidentielle qui se pointe à l'horizon? Non, mais c'est prévisible, c'est ce que le pouvoir voulait depuis. C'est-à-dire avoir la latitude d'opérer les réformes qui l'avantage à l'Assemblée nationale et puis, c'est-à-dire se préparer ou bien prévenir d'éventuelles surprises désagréables en 2020. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, la C14 n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les partis représentatifs de l'opposition ne sont pas à l'Assemblée nationale. Ce serait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une occasion pour unir, d'envoyer son projet de loi à l'Assemblée nationale. On connaît le contenu de ce projet. Parce que opérer les réformes et puis passer en 2020 très tranquillement, quoi. Il n'y aura pas de force. Tout ce que les gens ont dit lors de la campagne électorale, nous allons constituer une minorité de blocage pour empêcher UNIR d'avoir un boulevard, de passer en 2020. Ce sont des mensonges. Nous n'aurons rien. Par exemple, vous voyez vous-même sur ce qu'on leur a distribué comme siège. UNI a pris cette taille la part du lion avec les indépendants d'autres partis affiliés. Bien sûr. Donc, ce qui se dessine en 2020 est déjà là. Les réformes qui vont avantager UNIR et puis 2020 passer tranquillement. Il revient maintenant à la C14. Nous revenons encore à la stratégie de faire en sorte pour barrer la voie à ce projet-là. Donc, c'est ça. Oui, Ferdinand veut ajouter quelque chose, évidemment. Allez-y. Oui, moi je pense que 2020 c'est demain, mais moi je ne regrette pas que la C14 change à l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, moi j'étais contre que l'opposition soit à cette Assemblée nationale. Parce que si nous partons du fait que le régime actuel est une dictature, et tout le monde sait que c'est une dictature, être à l'Assemblée nationale, une institution fantoche de ce régime, c'est une caution à ce régime. Et donc, maintenant que l'ensemble de l'opposition est dehors, ils vont maintenant bien affiner les stratégies. Parce que quand ils étaient dedans, les gens ont fait 5 ans à l'Assemblée, certains plus. Moi, je n'ai pas vu ce qu'ils ont changé réellement, à part avoir des frais de mission, avoir des indemnités, être tout le temps en voyage, tout ça. Je n'ai pas vu ce qu'ils ont changé fondamentalement. Maintenant qu'ils sont dehors, je pense qu'ils vont maintenant affiner les stratégies et il faut travailler. D'abord, il faut retourner, je ne veux pas dire en conclave, mais il faut faire une réunion pour faire l'état des lieux et puis après affiner de nouvelles stratégies. Il faut rétablir le rapport de force. Vous savez que depuis, sur les radios, je disais, la politique c'est une question de rapport de force. Quand on n'a pas établi un rapport de force, on ne peut pas contraindre l'adversaire à reculer. Et donc, il faut rétablir ce rapport de force. Si ce rapport de force doit provenir des manifestations de rue, il faut savoir comment les organiser en tirant les leçons de ce qui vient d'être fait avec les échecs qu'on a subis. Si la stratégie ne doit pas être des manifestations, mais autre chose, il faut savoir aussi comment l'organiser. De toutes les façons, il faut rétablir le rapport de force pour contraindre le régime à reculer. Et donc, c'est sur ce travail-là qu'il faut faire aujourd'hui. Et il faut arrêter de faire des calculs, parce que c'est ces calculs-là qui ont foutu la lutte en l'air au sein de la C14. Les gens étaient dans des... Vous ne pouvez pas combattre un système totalitaire et en même temps être concurrent, alors que vous n'avez pas encore abattu l'adversaire. Et donc les gens étaient dans des stratégies. Vous avez pu suivre certains épisodes au sein de la C14. On décide de marcher aujourd'hui, certains disent non, après les autres disent non, après certains disent on ne va pas marcher. Et tout ça, c'était des calculs. Et maintenant qu'on est revenu à la case de départ, je pense qu'on va tirer les leçons de tout ça. On va se débarrasser de toute cette histoire de calcul. Il y aura de nouvelles forces qui vont s'inviter dans la lutte, réorganiser la lutte, essayer de
d'identifier les forces du régime, les faiblesses du régime, et voir comment il faut travailler pour arriver au bout. Parce que 2020, c'est demain comme on l'a dit, le régime va s'atteler à faire des réformes à sa manière, parce que leur objectif, c'est de permettre à la force d'Assimi d'avoir encore 2 mandats, et peut-être même plus. Et donc ne soyez pas surpris que dans les jours qui viennent, ils vont convoquer l'Assemblée nationale, ils vont expurger tout ce qui concerne toutes les barrières qui sont par exemple dans le projet du Sénégalais, et puis ils vont faire un projet adapté à leur goût, voilà, qui leur permet d'aller aux élections et régner le plus longtemps possible. Maintenant, comment arrêter ça? Il faut créer le rapport de force. Le peuple est à la disposition, mais le peuple aussi, les populations, normalement, si on avait une société civile organisée, on avait deux mouvements parallèles aux politiques, comme ce fut dans le cas d'autres pays, le peuple aurait pu prendre son destin en main. Le problème du Togo, c'est que les gens sont trop encartés dans les partis politiques. Vous voyez, à chaque fois on dit qu'il faut qu'on attende que le leader donne l'ordre. Et tant que le leader n'a pas donné l'ordre, les gens ne bougent pas. Donc il faut sortir de tout ce magma-là et se dire, nous pouvons régler le problème nous-mêmes. Et prendre le destin en main. Tant qu'on n'aura pas fait ça, et là c'est un lourd travail. On va tourner en rond, alors que 2020 c'est demain. Et s'il faut franchir le cap de 2020, soyez convaincus que, écoutez, on aura du temps, on aura du mal pour l'arrêter après. Parce que là, ils ont réussi à embobiner beaucoup de chefs d'État de la région. Et ces chefs d'État qui ont aussi les mêmes velléités pour certains. Oui, justement, Ferdinand, je reste avec vous. Après 2005, 2015, aujourd'hui 2018, encore la CEDEAO qui est là et on l'accuse de complicité. Et pourtant, la CEDEAO dit non, tout s'est bien passé. Et pourtant, aux yeux des Togolais, on dénonce, on pleure des morts, des tueries, les enfants qui ont été tués, des interdictions de manifester, etc. Mais la CEDEAO dit bon, tout s'est bien passé. Non, la CEDEAO, c'est une catastrophe. Vous savez, ces institutions dites régionales qui ont souvent des financements des puissances coloniales, notamment l'Union européenne, qui finance la CEDEAO de 75%. C'est des gens qui nous sortent leurs ordres d'ailleurs, ils ne sont pas l'Union africaine de même. Et donc, moi je pense que ces organisations ne servent à rien à l'Afrique à part faire des réunions. C'est des syndicats de crime. Vous voyez, c'est des syndicats de crime. Et en 2005, on a vu comment est-ce que la France a tapé sur Obasanjo, qui a dû ravaler ses premières déclarations. Et la France a dû promettre au Nigeria beaucoup de choses, notamment Chirac à l'époque avait dit à Obasanjo, on va réduire la dette de la France. Et puis on va permettre au Nigeria d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce sont ces promesses-là qui ont poussé Obasanjo à sacrifier le Togo. Et en plus, il faut ajouter la corruption du régime. Et quand Obasanjo a réussi avec la complicité de Chirac et des chefs d'État de la région, Tandja et même Koufor à l'époque, et vous savez que quand Koufor était chef d'État à l'époque, son ministre des Affaires étrangères était Nana Addo. Voilà, c'est eux qui ont installé Foy Assemblée. Et ça, les gens oublient de le dire. Et quand ils ont fait tout ça, la France a tenu parole, la France a réduit la dette du Nigeria, mais la France n'a pas pu octroyer au Nigeria une place au Conseil de sécurité parce que cette promesse ne dépendait pas uniquement de la France. Voilà comment les gens font le business sur le dos du Togo. Tandja s'allait sortir avec une grosse villa au Niger, conçue par une entreprise togolaise, tenue en main. Et tous ceux-là qui ont baigné ici, Aïcha Kimidaoudou, Ibn Chambas, ils ont pris beaucoup d'argent. Et donc ils sont revenus sur le lieu du crime, 15 ans ou 13 ans après, pour rééditer les mêmes bêtises, mais d'une autre manière. Toujours en plongeant le pays et en sauvant leurs collègues. Je pense qu'aujourd'hui, aussi bien les Togolais que la classe politique, ceux qui ont fait confiance à ce dialogue-là, qui ont dit oui, on ne peut pas refuser les chefs d'État ne peuvent pas parler, on va refuser, il faut aller écouter, les gens ont pris l'avion notamment pour aller à Paris avec Alpha Condé, puis après ils ont pris les avions pour aller en Guinée-Conakry, on leur a promis des choses, aujourd'hui eux-mêmes, ils ont compris que les Togolais ne peuvent se libérer que d'eux-mêmes. Et à un moment donné, quand vous avez l'avantage du terrain, vous ne pouvez pas sacrifier cet avantage-là pour aller dans un dialogue sans tête ni queue et finalement perdre cet avantage au profit de l'adversaire. Oui, et quand le Nigérian Buhari prenait la tête de la CEDEAO, on avait confiance, mais aujourd'hui,
Visiblement, c'est la déception. Ah oui, Ferdinand l'a dit tout à l'heure, la CEDEAO, tous ces chefs d'État n'ont pas le pouvoir de décision sur les pays de la sous-région en Afrique en général. Tu vois, la CEDEAO, ce que... Vous voyez, lors du dernier sommet qu'on a organisé à Abuja samedi dernier, quand tu vois les têtes qui étaient présentes, Ferdinand les a cités tout à l'heure, Ibn Chambas était là, tout ça là, et les représentants permanents de la CEDEAO au Togo, ces gens-là qui pondent des rapports, des lettres ici, sans l'aval des chefs d'État, qui cautionnent le régime de Gnassingbé ici. Je ne te coupe pas la parole, mais qu'est-ce qui peut expliquer cette complaisance de la CEDEAO envers le pouvoir de Lomé, d'autant plus qu'en Gabi, c'était la fermeté, mais quand il s'agit du Togo, il y a une certaine complicité un peu voilée. Là. Oui, c'est ce que je disais. Ferdinand l'a dit tout à l'heure. Tout se décide depuis les puissances coloniales. Hein? La CEDEAO n'a pas un pouvoir de décision en tant que tel sur le Togo. Tu l'as bien dit. Lorsqu'il s'était agi de la Gambie, la CEDEAO était prompte à réagir. Et puis, on connaît le sort de l'ancien dictateur aujourd'hui, Djamé. Mais concernant le Togo, on ne sait pas l'intérêt de la France, etc. Peut-être que les mallettes circulent. Oui, peut-être c'est ce que les gens disent. Ben, on n'a pas vu. Et c'est évident. Peut-être c'est la vérité. Les chefs d'État... Vous voyez, tu as posé la question tout à l'heure que Bouhari, au début, tapait du poing sur la table, mais à un moment donné, il s'est rétracté. Bon, moi, je me dis peut-être que lui aussi, aujourd'hui, le Nigeria est en pleine campagne électorale, et puisque il y a une élection l'année prochaine, je crois, c'est ça. Oui, donc lui aussi, il s'occupe de ses affaires d'abord, avant de voir en dehors de la corruption, de la complicité, de la complaisance dont nous parlons. Bouhari seul ne peut pas se lever parmi les 14 ou les 16 nations et décider pour le Togo. Donc il faut que ceux qui disent qu'ils ne sont pas des syndicats de chefs d'État dans la CEDEAO, il faut qu'ils décident de dire, d'appliquer le protocole additionnel de la CEDEAO qui limite les mandats à 2 dans la sous-région. Il faut décider d'appliquer ce protocole-là et puis le problème du Togo sera résolu. Ferdinand, un mot, 1 minute. Non, moi je pense que les chefs d'État de la CEDEAO ne feront rien. Ils sont solidaires dans le mal, comme on le dit souvent. Et n'oubliez pas que le régime togolais, qui a 50 ans de trésor de guerre, a une capacité de corruption inimaginable. Il y a des gens qui sont dans des pays démocratiques qui ne peuvent pas se permettre de puiser dans les caisses de l'État, mais si le Togo leur envoie quelques milliards, ils prennent ça et puis ils vont sécuriser ça et puis ferment les yeux sur le cas du Togo. Et donc moi je pense que c'est cette capacité de corruption plus un certain nombre de facteurs qu'on peut facilement deviner qui font que les gens continuent d'être plus ou moins complaisants avec ce régime. Les gens savent très bien ce qui se passe au Togo. Ils savent que si le Togo explose, les pays voisins vont exploser, mais les gens continuent d'être complaisants. C'est une menace grave pour la stabilité. Oui, mais les gens s'en foutent pour le moment. Tant que ça n'explose pas, pour eux, bon, il faut s'entendre et soutenir leurs copains, parce que n'oubliez pas que vous prenez quelqu'un comme Alpha Condé, il y avait des informations de lui qui cherchait à modifier la constitution pour un 3e mandat. Quelqu'un qui tire sur la population dans son pays, n'attendez pas qu'il vienne ici donner des leçons à Fond Gnassingbé, dont le système fait de même. Ouais, et donc, je pense que les gens sont parfois naïfs au sein de l'opposition. Parfois, on sous-estime le pouvoir et c'est ce qui se passe. On a toujours sous-estimé le régime. Dès que les gens sont dans les rues, il y a une manifestation, il y a une mobilisation monstre, on est tellement enthousiaste qu'on se dit bon c'est fini, on a gagné, alors que les leviers du pouvoir sont ailleurs. Et c'est sur ces leviers-là qu'il faut agir pour pouvoir prendre la citadelle. Moi je dis, le problème du Togo est fondamentalement militaire. C'est l'armée qui tient le pouvoir, parce que le pouvoir est venu par l'armée depuis 63. Et depuis, cette armée tient le pouvoir. Tant qu'on n'aura pas élaboré une stratégie pour essayer de faire comprendre à cette armée-là que le changement va aussi à leur avantage,
on restera là, les gens ont été formés selon une idéologie dans l'armée. Vous imaginez, les gens sont aujourd'hui dans l'armée, mais ils pensent toujours que ils sont toujours fidèles à Yadema. Et donc quelqu'un m'a dit, cette armée-là, un jour il faut la déadémaïser, parce que c'est important de le dire. Et donc les gens sont militaires, cousins, frères, tout ça, c'est une armée de cousins. Donc il faut voir comment est-ce qu'on déverrouille tout ça. Et tant qu'on n'aura pas élaboré une stratégie, on n'aura pas évalué les vrais problèmes. J'ai demandé un jour à un leader, combien de casernes il y a au Togo? Il n'était pas capable de me le dire. Alors, vous voulez prendre le pouvoir, vous ne savez pas combien de casernes, les unités opérationnelles, comment ça fonctionne, les chefs corps, tout ça. Mais si vous ne le savez pas, vous pouvez chercher une expertise, on va vous faire une fiche. C'est comme ça qu'on s'organise pour prendre le pouvoir, dans tous les domaines, finances, santé, armée, tout. Vous n'avez pas les compétences, vous cherchez des expertises. Quand vous allez parler quelque part, devant un président étranger ou bien devant un ambassadeur, quand on rentre dans des questions de ce genre, lorsque vous sortez les données, on sait que vous êtes prêt à gouverner un pays. Mais lorsque vous allez dans une discussion comme ça, et qu'on sort les informations, et que vous êtes là bégayé, on vous dit, mais vous voulez prendre le pouvoir? Mais ça veut dire que vous ne travaillez pas. Et donc, je pense que derrière les leaders, au-delà de tout ce qu'on raconte, il faut avoir des cellules qui travaillent, déjà qui produisent des documents, et les gens s'approprient ces documents-là et vont essayer de convaincre ce qu'il faut convaincre. Ferdinand, merci beaucoup pour ce développement. Le temps, ça joue contre nous. Le dernier sujet, 50 ans au pouvoir, 50 ans de mauvaise gouvernance, dit-on. Vous connaissez le boulevard des armées? Oui, c'est un boulevard, c'est une avenue, moi je ne sais pas ce que c'est. Il y a un désordre total qui est organisé depuis des années. Il part de Ranco, bien du camp, pour aller vers le collège protestant. Il avait été lancé des travaux de réflexion avec une entreprise là, et depuis l'entreprise a disparu. C'est Seco, hein, c'est Seco BTP. Au niveau du rond-point de Badago là, il y a un trou qui est là, une anomalie en pleine ville. Depuis plus de 2 ans, nous avons fait des articles, des reportages, on a tout fait, mais ça c'est les cas d'impunité et de mauvaise gouvernance. Le ministre en charge des travaux publics est allé à l'Assemblée nationale pour raconter des niaiseries. Les députés n'ont pas pu le bousculer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je disais, je suis très content que les députés de l'opposition ne soient plus à l'Assemblée nationale parce que c'était une caution à la dictature. Quand on interpelle ces ministres-là, ils vont à l'Assemblée, ils donnent des réponses bizarres. Les députés se taisent, ils disent rien. Et ça devient juste un jeu de ping-pong. Et donc moi je pense que le cas Badago de la route du boulevard des Armées, c'est un des cas typiques de la mauvaise gouvernance, des détournements comme la route de Voga, comme les contournements d'Alédio et de Bafilo, où on a refait les chantiers 2 ou 3 fois, on a voté des milliards, on ne sait pas où est passé l'argent. Il y a au Togo où vous avez des fonctionnaires, des ministres qui sont milliardaires, et vous avez des hommes d'affaires qui n'ont pas d'argent. Et ça, c'est le régime de 50 ans qui nous gouverne. Et donc, on n'arrête personne. Au contraire, les scandales sont là, on protège les gens, on leur fait de la promotion, et ça c'est le régime RPT, c'est un régime qui ne peut pas gagner la lutte contre la corruption parce que la corruption a atteint un niveau très élevé et que tout le monde est impliqué dedans, parce que ceux qui doivent sanctionner eux-mêmes baignent dans la corruption. Isidore, ce chantier-là a été confié à Seco BTP qui a disparu entre-temps sur le chantier. Et après, le ministre dit on va trouver, on va chercher, on va lancer des appels d'offres. Le ministre avait fait une déclaration sur les médias. On a promis que dans quelques mois, que cette route sera réfectionnée, réaménagée, et puis les usagers seront moins préoccupés. Mais aujourd'hui, la route est encore là-bas. Ce boulevard, ce que nous appelons boulevard, Ferdinand dit tout à l'heure, je ne sais pas que c'est une avenue ou une ruelle, est toujours là-bas. La semaine dernière, nous avons vécu tout cela la semaine dernière, il y avait une pluie. Vraiment, c'était un calvaire pour les usagers. C'était un calvaire. Est-ce que nous disons, 50 ans de gestion, de gouvernance, c'est 50 ans de descente aux enfers. Et ce n'est pas, Ferdinand a cité plusieurs routes aussi, ce n'est pas seulement ce boulevard des Armées. Il y a plusieurs routes à Lomé aujourd'hui qui sont impraticables quand il pleut. Et quand il ne pleut pas, pendant la saison sèche, c'est la poussière et autres. Et les gens n'arrivent pas à circuler librement. Et ce boulevard est stratégique parce que c'est un boulevard qui dessert le CHU. Moi, la fois passée, j'ai fait un constat, j'ai assisté à une scène terrible. Une ambulance qui transportait un malade
L'hôpital a fait plus de 10 minutes. Et c'est le quotidien, de ces ambulanciers. S'ils ne veulent pas prendre cette route, il faut aller contourner par des détours. Pendant ce temps, le malade est dans l'ambulance et en train de souffrir. Et quand ils veulent prendre cette route, c'est pour faire des heures sur cette route avant d'arriver au CHU Sylvanus Olympie. C'est déplorable. Fadila a dit tout à l'heure, nous avons fait des reportages, nous avons écrit, nous avons dénoncé tout cela, mais personne ne semble interpellé. La route est toujours là-bas, comme ça. En arrivant ici, je suis encore passé par là. Et quand tu vois, ce sont des ouvriers qui, je ne sais pas comment on dit ça, c'est pas ce qu'il faut sur la route. Que faire maintenant? Que faire? Les Togolais sont obligés de prendre leur mal en patience. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Était avec nous sur ce plateau pour ce premier numéro de l'autre journal, Ferdinand Haïté. Il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Isidore Kouanou est le rédacteur en chef. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.